C'est toujours un plaisir pour nous de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité qui s'ouvre par le sommaire. À la une de ce journal, Noéla Eganagato, vice-ministre des Affaires étrangères, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 5e session de la structure mixte de concertation technique, une activité axée sur le développement et l'action humanitaire dans l'est du pays. Au ministère du Plan, le gouvernement congolais s'apprête à réaliser le vaste programme intégré de développement visant la construction d'infrastructures structurantes. Mobile de cet échange entre le ministre du Plan, Guilain Nyembombuizia, et le consortium sino-canadien ANG. Ensuite, le procureur général près la Cour des comptes tape du poing sur la table et s'en va en guerre contre les ordonnateurs publics impliqués dans la mauvaise gouvernance financière. Ici en province, les élus provinciaux procèdent déjà à la présentation des rapports des vacances parlementaires. À suivre tout à l'heure les contours de la séance plénière du mercredi 13 mai 2026. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. À premier titre de votre journal, la vice-ministre des Affaires étrangères Noéla Eganagato a présidé la cérémonie d'ouverture de la 5e session de la structure mixte de concertation technique entre la confédération suisse et la République démocratique du Congo. Les travaux ont tourné autour de l'évaluation du portefeuille de la coopération 2026-2029 axée sur le développement et l'action humanitaire dans la partie orientale du pays. Plus de précisions, c'est dans ce commentaire. Mercredi 13 mai 2026, Kinshasa a accueilli une rencontre importante pour la diplomatie congolaise. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Eganagato, a présidé l'ouverture de la 5e session, concertation technique entre la République démocratique du Congo et la Suisse. Je déclare ouverte les travaux de la 5e session de la structure mixte de concertation technique entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'objectif de cette session est d'évaluer ensemble le programme de coopération pour la période 2026-2029. Au cœur des discussions, deux priorités, le développement et l'action humanitaire, avec une attention particulière portée à l'est de la République démocratique du Congo, une région marquée par l'instabilité. Devant la délégation suisse, la vice-ministre a affiché une ambition claire, élargir cette coopération. Le gouvernement souhaite que l'aide suisse bénéficie désormais à l'ensemble du territoire national. Les régions de l'Ouest et du centre, a-t-elle rappelé, ont elles aussi des besoins. Noéla Eganagato en a profité pour saluer le rôle de la Suisse. Elle a notamment remercié son engagement dans le processus de paix de Montreux, un dialogue qui vise à ramener la stabilité dans la région. Une session qui doit se poursuivre dans les prochains jours pour définir les projets concrets de cette coopération. Dans un autre registre, le ministre d'État en charge du plan Guilain Nyembombuizia s'est entretenu en présentiel et par visioconférence avec le consortium sino-canadien ANG spécialisé dans la construction industrielle et l'immobilier en mode préfabriqué. Les échanges ont porté sur un vaste programme intégré de développement visant la construction d'infrastructures structurantes à travers les territoires de la République démocratique du Congo, notamment les hôpitaux, des logements sociaux et bien d'autres. Suivez la restitution de cette rencontre avec Augustin Kamango, architecte ANG Canada. Suivez. On a eu des très bonnes discussions depuis le mois de février qu'on s'était vu. Et aujourd'hui, on a pu faire, encadrer le projet comme tel, qui est quand même un projet d'ampleur pour tous les territoires du pays. Et le ministre nous a exprimé clairement l'approche qui est définie par son ministère pour pouvoir atteindre les objectifs de développement
Et je pense que l'idée qu'il a proposée cadre parfaitement avec ce à quoi nous attendons. Mais le projet d'abord, c'est de développer de manière nationale les différents territoires du Congo, en commençant par un territoire pilote. Et dans ce développement, on intègre tout. On intègre aussi bien le développement, que ce soit pour les infrastructures, pour les hôpitaux, les commodités, les logements. Donc, une sorte de projet intégrateur avec des consortiums qui vont venir un peu de partout, du Canada, de la Chine, avec lesquels on travaille, pour arriver à coordonner et amener à bout un projet intégrateur. Et la suite, c'est que déjà, on a un MOU qui a été signé et on devrait le recevoir de la part du ministre, normalement aussi, pour recevoir sa signature. Et la prochaine étape pour nous, c'est de commencer à travailler avec les équipes des experts pour déjà définir une action, à quelle direction on veut aller. Parce que pour notre part, nos techniciens sont déjà prêts et les moyens financiers aussi pour accompagner nos projets sont déjà disponibles. Et puis, dans le but de se rassurer du bon déroulement de consultation sur le troisième examen de la politique commerciale de la République démocratique du Congo, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a inspecté mercredi 13 mai 2026 à Kinshasa, dans la capitale, les travaux techniques qui permettront d'identifier les avancées réalisées, les défis à surmonter ainsi que les réformes importantes à réaliser ou à consolider pour ainsi positionner la RDC comme un acteur majeur dans le commerce mondial. Suivez dans cet extrait Julien Paluku qui encourage ici les experts venus des différents ministères. Je voudrais vous inviter, vous tous et tous qui vont arriver, à vous soumettre à cet exercice. Mais on doit être sincère et dire la vérité sur ce qui se passe. Parce que c'est à fonction de l'existant que nous allons améliorer notre façon de faire. Donc il ne faut pas que les gens commencent à dire non, peut-être on vient nous piéger avec des questions. Il n'y a pas de piège. On doit examiner profondément quelle est la photographie que nous offrons au monde sur le plan du commerce international. Est-ce que nous sommes compétitifs? Est-ce que les pratiques que nous faisons sont transparentes? Est-ce que nous pouvons attirer des investissements en République démocratique du Congo? Voilà pourquoi, avant que cet exercice ne commence, j'ai sollicité de la part du gouvernement qu'on examine cette question en Conseil des ministres pour que j'informe l'ensemble du gouvernement de ce processus qui a commencé afin d'obliger tous les ministères de se soumettre à cet exercice. Et le président de la République lui-même a conclu en disant « Tous les ministères sont tenus d'envoyer leurs experts pour qu'ils se soumettent à cet exercice. » Parce qu'à la fin, je dois revenir encore au Conseil des ministres pour lui dire « Voici ce que les experts, en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, ont constaté. Voici l'image que nous donnons. Voici les écueils. Voici les obstacles. Voici les problèmes. Et voici comment ils nous ont proposé des solutions à pouvoir les contourner pour que nous puissions améliorer nos politiques commerciales. Dans le reste de l'actualité, face aux irrégularités constatées dans la gestion des finances publiques, le procureur général, après la Cour des comptes, a annoncé l'ouverture prochaine des poursuites judiciaires contre plusieurs ordonnateurs publics impliqués dans la mauvaise gouvernance financière. Regardez. Face à la presse nationale, la Cour des comptes a affiché ce mercredi une détermination sans équivoque, celle de la consolidation de l'état des droits financiers, l'imposition d'une gestion rigoureuse des deniers publics et l'intensification de la lutte contre l'impunité financière en République démocratique du Congo. Le premier président de cette haute juridiction financière, Jimmy Munganga, a d'un ton ferme rappelé que cette démarche vise à mettre fin au système de fraude aux multiples visages. Le diagnostic révèle tout de même un système de gestion archaïque et permissif, d'où ce rappel au respect de principes fondamentaux du droit financier. Plusieurs catégories de responsables publics sont légalement tenus de rendre compte de leur gestion devant la Cour des comptes.
Il s'agit notamment du gouvernement provincial à travers la transmission obligatoire du projet de loi portant reddition des comptes et de l'édit et du projet d'édit portant reddition des comptes. Il s'agit aussi des ministres ayant les finances et le budget dans leurs attributions, qui doivent notamment assumer la mise en harmonie du plan de trésorerie PETER avec le plan d'engagement budgétaire PEP, afin de garantir une gestion cohérente, ordonnée et soutenable des dépenses publiques. Aucun comptable public, aucun ordonnateur, aucun ministre ni gouverneur n'échappera au contrôle financier de la Cour des comptes, a martelé le procureur général dans un message qui sonne comme un avertissement ferme avant les prochaines sanctions. Direction à présent, Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La séance plénière du mercredi 13 mai 2026 était axée sur la présentation des rapports des vacances parlementaires. Notez, 3 élus provinciaux se sont livrés à cet exercice parlementaire sous la houlette de Kaboué Mwamba Michel, président de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Plus de précisions, c'est dans ce reportage signé Esther Mbouyi et Dieu merci Tchounza. Honorables députés et très chers collègues, la séance suspendue le jeudi 7 mai 2025 est reprise. Sous la conduite du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, la séance plénière de ce mercredi 13 mai 2026 a été essentiellement consacrée à la présentation des rapports des vacances parlementaires des honorables députés provinciaux, parmi lesquels figurent l'honorable Fatouma Mangala Micheline et Jetchala ainsi que l'honorable Patrice Kishimba, qui ont tour à tour fait les comptes rendus de leurs différentes activités réalisées durant les vacances parlementaires dans leurs circonscriptions électorales respectives. Ces rapports ont été adoptés moyennant quelques enrichissements. Profitant de la présentation du rapport de l'honorable Ejichala, l'honorable président Kaboué Mwamba Michel est revenu sur la question de la suspension du bourgmestre de la commune de Chitourou de la ville de Likasi à la suite des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux. Quelques députés provinciaux ont apporté des éclaircissements sur cette affaire, précisant que les images diffusées étaient réelles, mais que l'autorité communale aurait été piégée et que le fait ne se serait pas déroulé sur son lieu de travail. Face à ces explications, le président de l'Assemblée provinciale a estimé qu'il était important de rétablir le bourgmestre dans ses fonctions, soulignant qu'elle a également droit au respect de sa vie privée. Au cours de cette séance plénière, 2 commissions ont été mises en place pour faire le suivi de tous les rapports des vacances parlementaires de Lubumbashi, tout comme ceux des territoires. Avant de suspendre séance, le numéro 1 des 7 organes délibérants, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, a annoncé la plénière prochaine pour le vendredi 15 mai 2026. La séance est suspendue. Restons toujours à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À l'approche du mois de juin, le Haut-Katanga s'apprête à vibrer au rythme de la découverte musicale. Le siège de l'organe délibérant a servi de cadre à une réunion stratégique autour du président de l'organe délibérant Kaboué Mwamba Michel en vue d'aborder la question liée au festival Kesho Star, une initiative qui vise à assurer la relève artistique de la province. De précision une fois de plus avec Esther Mbouyi et Dieu merci Tchounza. C'est en prévision de la tenue d'un grand festival des découvertes de nouveaux talents dans la province du Haut-Katanga dénommé Kesho Star Festival au mois de juin prochain qu'une rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sous la conduite de l'honorable Kaboué Mwamba Michel, président de l'organe délibérant. Ce mercredi 13 mai 2026, ont pris part à cette rencontre le ministre provincial en charge de la culture et art, Max Mpondeki-Simba, les bourgmestres de communes de Lubumbashi et une délégation des artistes musiciens de la province.
Alors nous voulons vraiment... Dans son allocution, les speakers de l'Assemblée et initiateur de ces festivals, l'honorable Kaboumamba Michel, a invité l'assistance à promouvoir la musique locale tout en assurant la relève. C'est là qu'ils vont les remplacer aussi, il faut que génération. Ah, on va transmettre connaissance à Bombagen, mais c'est-à-dire vous êtes à l'âge, il y a bien, mais vous devez préparer aussi les pépites. C'est tous les dames. Une initiative saluée par le ministre provincial des tutelles, Max Pondeki Simba, qui a promis l'implication de l'exécutif provincial pour la réussite du festival. Tout sera gratuit et il y aura la publicité et les affiches qui seront placées pour que tous les jeunes qui sont intéressés, tous les jeunes talents aillent se faire enregistrer dans chaque commune auprès de leur bourgmestre des communes. Pour les artistes musiciens, la tenue prochaine des Kesho Star Festival est une importance capitale car elle mettra en lumière les talents non exploités. À eux de préciser les caractères inédits de cet événement. Ma 20 ans, donc il a pensé à la musique future. Donc ça veut dire que je suis en train d'inviter tous les jeunes artistes, Mamoni, kama tu unasanjia kwa wafanya kanjina et que tu es capable de venir pour présenter les talents yako kubantu, tu es invité d'aller postuler à ta commune. Il s'y est de noter que le festival Kesho Star réunira pour cette première édition les artistes musiciens de la ville de Lubumbashi et ceux du territoire de Kipushi et s'étendra avec les temps sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. À place à présent, mesdames et messieurs, aux informations sportives. Parlons roi football dans cette session d'actualité. La 4e journée de la Ligue nationale de football en sa phase retour des playoffs s'est jouée mercredi 13 mai 2026 sur la pelouse du stade Tata Raphaël. Nous sommes à Kinshasa. La formation des Aigles du Congo s'est imposée devant les unionistes de l'AS Maniema Union par la note de 3 buts à 1. C'est un commentaire de Bovin Kazadi-Lukwanga. Dans un rythme d'un duel pour les hauts du podium du classement du championnat national de football de la République démocratique du Congo, dans sa phase retour des playoffs, l'AS Maniema Union a concédé une deuxième défaite après celle enregistrée face à l'AS Simba au stade Kibasa Madiba de la commune Kenya. Maniema s'est fait de nouveau puni par les Aigles du Congo au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour aller compte de la 4e journée par la note de 1 but contre 2. Pourtant, les unionistes ont bien débuté la partie avec un pressing haut qui leur a permis d'ouvrir la marque matinalement à la 16e minute sur une frappe croisée du pied gauche d'Imbala Titan dans le rectangle du gardien adverse. Une joie de courte durée car les Aigles du Congo se sont concentrés sur les plans tactiques afin d'obtenir l'égalisation 2 minutes après, soit à la 19e. Le jeune Kikwama Mujinga fait trembler les filets, profitant d'une passe venant de la gauche. En but partout, score qui a renvoyé les deux protagonistes au vestiaire. C'est au retour que les samouraïs des Aigles du Congo ont montré leur force, dominant l'affiche, jusqu'à doubler la mise à la 47e minute de jeu. But signé l'ex-joueur des Anges Verts, Tony Tadassi, sur une tête bien placée dans la lucarne gauche du gardien de l'AS Maniema Union. Une réalisation et prestation cruciale qui a permis aux samouraïs des Aigles du Congo de monter au podium du classement provisoire de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo dans sa phase retour des playoffs.
Toujours en sport, la RDC s'est inclinée lors de son entrée en la matière à la CAN Maroc de moins de 17 ans devant l'Ouganda par la note de 3-0. Cette affiche s'est jouée le mercredi dernier au stade Prince Moulay 11 du Maroc pour le compte de la première journée du groupe B. Une fois de plus, Bovin Kazadi pour le commentaire. Par I-17 de la République démocratique du Congo ont réalisé un faux pas lors de leur entrée en lice de la CAN de cette catégorie face aux Ougandais. La République démocratique du Congo a trébuché par une note de 3-0. Ces Léopardos ont subi une pression difficile à gérer devant une sélection technique qui a bien dicté sa loi sur les I-17 congolais. Cette pression ougandaise n'a pas donné du temps aux Congolais de développer son jeu jusqu'à encaisser les premiers buts sur un centre venant de la gauche, trouvant Owen Mukisa qui place sa tête au fond des filets à la 37e minute. Puis s'en est suivi le deuxième but à la 45e minute +3, signé Nicolas Kaouya. Après les retours sur la pelouse marocaine, les Léopards ont eu du mal de faire preuve de lucidité et d'efficacité devant les Ougandais bien placés. Les Léopards concédaient le troisième but à la 82e minute, inscrit par Abdoul Chakour Babi. Dans l'autre affiche, toujours dans les groupes B, la Côte d'Ivoire a préservé sa chance de qualification en enregistrant une bonne victoire face au Cameroun. Les Éléphantaux ont fait preuve d'une bonne prestation de cette première journée par une note de 2-0. Malgré une première période difficile pour les deux équipes, la Côte d'Ivoire a fini par se distinguer à travers cette toute première œuvre de Angenoman à la 51e minute. Angenoman a été imité par Hubert Yao à la 57e minute pour le deuxième but. Une bonne victoire qui permet aux Ivoiriens de prendre la première place du groupe B avec 3 points déjà au compteur. Et puis cette transition nous permet d'aborder la page internationale de ce jour. En séjour à Addis Abeba, en Éthiopie, le président français Emmanuel Macron, aux côtés du président de l'Union africaine et du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a réaffirmé le soutien de la France à l'Union africaine. Pendant ce temps, son prédécesseur Nicolas Sarkozy, trompé dans les sales draps, voit le parquet lui requérir 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, accusé d'avoir été financé lors de sa campagne électorale de 2007 par l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. On en sait plus dans ce condensé. Nouvelle randonnée internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue. En visite à Addis Abeba, le président français Emmanuel Macron a participé à une réunion trilatérale au siège de l'Union africaine avec le président de la commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Les discussions ont principalement porté sur le financement des opérations de paix africaines et le renforcement du rôle diplomatique du continent dans la gestion des crises internationales. Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de la France à l'Union africaine, soulignant que Paris privilégie désormais les médiations régionales plutôt que les interventions directes. Le chef de l'État français a déclaré que les crises africaines de ces dernières décennies avaient été traitées avec l'appui des initiatives de l'Union africaine et des organisations régionales. Le président français a également annoncé l'organisation à Paris d'une conférence internationale destinée à mobiliser de nouveaux financements pour le Fonds de paix de l'Union africaine.
Au chapitre de la justice, dans le procès en appel de Nicolas Sarkozy sur les financements libyens de sa campagne en 2007, le parquet requiert 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, soit exactement la même peine que celle demandée en première instance par le parquet national financier. Les procureurs estiment que l'ancien président avait conclu un accord avec le dirigeant libyen Muammar Kadhafi afin de percevoir des financements occultes en échange de la promesse d'examiner la situation judiciaire de son bras droit, Abdallah Senoussi. En réponse, les avocats de Nicolas Sarkozy ont affirmé devant la presse qu'ils démontreront lors de leur plaidoirie la parfaite innocence de leur client, affirmant qu'il n'y a pas d'argent libyen dans sa campagne ni dans son patrimoine. Le parquet a également requis respectivement 6 et 2 années de prison ferme contre Claude Guéant et Brice Hortefeux, les 2 anciens proches collaborateurs de l'ex-président. Après 2 mois d'audience, le procès doit s'achever dans 2 semaines après les plaidoiries des avocats des 10 prévenus, incluant ceux de Nicolas Sarkozy. La cour d'appel doit rendre son arrêt le 30 novembre prochain. Enfin, les autorités irakiennes affirment qu'il n'y a aucune base secrète dans l'armée israélienne dans le désert irakien. Selon les rumeurs qui circulent, cette base aurait servi de centre logistique pour les opérations d'Israël dans le cadre de la guerre contre l'Iran. Cette information a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal. Les autorités israéliennes n'ont pas commenté ces informations. Mardi, l'armée irakienne a envoyé des forces dans le désert entre Najaf et Karbala afin de démentir ces allégations. Les responsables irakiens ont déclaré qu'une force étrangère avait été découverte dans cette zone désertique début mars et qu'une patrouille militaire irakienne dépêchée sur place avait été attaquée. La force étrangère s'est alors retirée, ont-ils ajouté. L'Irak n'a pas confirmé publiquement la nationalité de cette force. Nous pensons qu'il s'agissait d'une petite force qui est venue et n'est pas restée plus de 48 heures, a déclaré le général Abdul Amir Yarala, chef d'état-major des forces armées irakiennes, lors d'une visite sur le site de la base présumée. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette randonnée en international. Mille merci à vous de l'avoir suivi. Et ce sera également la fin de cette session d'actualité sur votre télévision. Tout le plaisir était le nôtre de vous avoir servi. Merci de votre fidélité remarquable.